Bonjour à tous. La grande famille, c'est quoi? C'est une conversation où j'invite des personnes au grand cœur. Vous y retrouverez des femmes et des hommes de multiples nationalités qui ont un point commun, celui de partager un morceau de leur vie. Alors sans plus attendre, je laisse place au podcast de la grande famille. Bonjour Gaëlle, bienvenue sur le podcast de la grande famille. Bonjour Manuela. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Gaëlle, tu es une famille d'accueil. Tu habites sur la Côte d'Azur. Et aujourd'hui, tu viens gentiment nous partager ton expérience de famille d'accueil qui date déjà un petit peu parce que tu as eu plusieurs expériences. Est-ce que tu veux bien te présenter et puis nous présenter ta famille, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc, je suis Gaëlle Toussaint, j'ai 45 ans et j'ai une famille composée donc d'un mari de 2 enfants, fille de 8 ans, un garçon de 11 ans. Et nous vivons dans le sud de la France. Mon mari travaille du coup à peu près à 1 heure de transport de là où on est situé. Et moi, je travaille à Paris, donc je commute en fait toutes les semaines pour le travail, ce qui fait qu'effectivement, en termes d'agenda, on était toujours un petit peu ric-rac, on va dire, dans les horaires pour la garderie à l'école. Et le matin, toujours aussi un petit peu juste également pour les temps de transport. Ce qui fait que, en fait, on a pris l'option justement d'avoir une expérience d'une au pair qui est hébergée en plus dans notre maison. Et j'avoue que même si on a eu à la fois bonne et moins bonne expérience quelque part, mais la démarche en fait fonctionne extrêmement bien et c'est vraiment cette démarche-là qui est adaptée finalement au rythme aussi de notre famille. Et vous, Gaëlle, donc tu fais partie de ces. On pourrait dire que vous faites partie de la catégorie des personnes qui ont quitté Paris tout en continuant à travailler à Paris, ou vous étiez déjà Ouais. installé en province et les opportunités professionnelles ont fait que toi, tu travailles sur Paris et que tu fasses des allers-retours. Petit peu les deux, on va dire. En fait, non, effectivement, on a vécu pendant une bonne vingtaine d'années à Paris intramuros avec Arnaud. Puis on a eu l'opportunité finalement après la naissance de notre deuxième enfant d'avoir l'un de nous qui avait une opportunité en fait en province, donc plutôt Arnaud. Et donc moi en fait un petit peu utopiste, je travaille dans la communication corporate. Je me suis dit allez, j'arrête mon travail à Paris, je vais certainement travailler dans le sud. Bon, ça a duré 4 mois. En fait, j'ai fini par finalement créer mon agence. Et écoute, et je suis revenue à Paris parce qu'effectivement, il n'y avait pas forcément de grands postes, enfin, de postes dans des grandes entreprises plutôt, ou des opportunités finalement dans le sud de la France pour mon métier. Donc, j'ai créé mon entreprise et puis en même temps, j'ai continué finalement à commuter à Paris. Et Arnaud, lui, pour le coup, s'est vraiment installé et fixé en fait dans le sud de la France. Ok. Vous faites partie, et moi j'aime bien comprendre le parcours de chacune de nos familles. Donc, vous faites partie de ces familles qui ont fait des études, enfin de ces familles ou des parcours en fait, études supérieures, premier job à Paris, ayant progressé professionnellement à Paris, et au moment de l'arrivée des enfants, une envie de sortir de ce rythme parisien et de s'installer en province. On peut dire ça? Ouais, c'est ça, exactement. En fait, on s'est déjà rencontrés à Paris dans la même entreprise avec Arnaud, effectivement. Et puis ensuite, on a eu des parcours différents, mais toujours à Paris. Premier enfant assez facile, donc on continuait, on sortait beaucoup en plus, donc on a continué à sortir, on n'a pas bougé notre rythme finalement, et puis ça passait bien. Deuxième enfant, c'était déjà un petit peu plus compliqué pour garder le même rythme. Et puis tous les deux, ayant grandi en province, en fait, on avait finalement très envie aussi de pouvoir offrir le même cadre de vie à nos enfants. Et c'est ça qui nous a fait décider de se dire, le premier qui a une opportunité en fait en province, lâchez-y, quoi qu'il arrive. Et puis on verra bien pour le deuxième. C'est de cette manière-là, effectivement, que on a changé il y a 7 ans maintenant. On a déménagé, on a quitté Paris, on s'est installé sur la Côte d'Azur, très belle région qu'on ne connaissait pas initialement. Et puis voilà. Et donc, l'étape démissionner ou quitter son job et se retrouver Côte d'Azur, c'est quand même
super sympa quand on habite à Paris. On s'imagine, voilà, la piscine, profiter du soleil, du beau temps, de l'espace, de la mer. Donc c'est quand même super. Ça fait hyper rêver. Enfin, tu peux nous partager un peu cette expérience de je quitte mon job, je me dis que je vais trouver du boulot et en fait ça fonctionne pas. Et t'as monté ta boîte à Paris, là où t'habites pas en fait. Enfin, c'est C'est ça. challengeant ça. C'est exactement ça en fait, puisque c'était en arrivant finalement dans le sud que je me suis rendu compte que il y avait très peu d'opportunités pour des postes de communication plutôt institutionnels dans des grands groupes, qui était vraiment qui est mon expérience de toute façon aujourd'hui encore. Et donc et travailler avec les médias et des grands médias, tout est positionné, localisé à Paris, ce qui fait qu'en fait, il fallait aussi se rendre à l'évidence que c'était un plus compliqué, hormis le fait de refaire une conversion professionnelle, mais plus compliqué dans un premier temps de pouvoir aussi continuer cette activité-là, en fait, dans le sud. Ce qui fait que j'ai préféré, en effet, prendre l'option de monter ma boîte, continuer de travailler à Paris, organiser mes horaires ou mes missions, plus ou moins, en fonction aussi de ce temps de télétravail, puisque finalement, c'était bien avant le Covid. Et quelque part, j'étais peut-être un peu précurseur dans les types de travail à distance, mixé, hybride avec du présentiel. Mais du coup, ça a très bien fonctionné. Et aujourd'hui, je pense qu'en plus, avec la crise du Covid, on a gagné facilement 10 ans de culture d'entreprise sur ce mode de collaboration. Et ça facilite totalement l'échange et la possibilité justement de pouvoir aussi travailler à distance. Ok. J'aime bien, c'est ce que je préfère en fait, enfin c'est ce que je préfère, c'est ce que j'aime dans l'absolu, cette communauté de familles d'accueil que l'on a, mais aussi d'au pair, c'est que on a quand même souvent des gens, c'est des performeurs. Enfin pour moi c'est une vraie performance d'arriver à avoir sa boîte à Paris et d'habiter sur la Côte d'Azur. Je trouve que c'est une performance d'équilibre de vie. Oui. Et c'est vrai, hein, parce que je mesure le challenge que ça représente et le Ouais. travail que ça représente. Oui, tout à fait. Et en fait, pour le coup, je fais beaucoup de management de transition. C'est-à-dire, je prends aussi des postes de directrice de la communication dans des grands groupes sur une période donnée. Et il y a bien un élément sur lequel je n'ai jamais dérogé depuis 7 ans, c'est mon temps de présence à Paris et mon temps de présence en fait dans le sud de la France pour être auprès de mes enfants. Et ça a toujours fonctionné, donc voilà. Enfin, je croise les doigts pour que ça continue, mais effectivement, c'est tout à fait dans cette Bravo. dynamique-là. Et donc, ça nécessite d'avoir une organisation à la maison qui tienne la route. Oui, c'est comme en fait une partition de musique finalement. C'est-à-dire que chaque note est à sa place pour que la mélodie prenne bien et ça soit audible. Et ben globalement, c'est un petit peu l'organisation de la maison également. C'est-à-dire que le lundi matin, moi, généralement, je pars très très tôt, avant que tout le monde se réveille, et pour prendre les premiers vols pour Paris. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, une au pair nous a permis aussi de pouvoir gérer aussi les enfants, alléger aussi leur temps de présence à l'école parce que initialement, même si les garderies sont plutôt extensibles ici, le 7h45, 19h le soir, c'est quand même un petit peu long pour eux, sachant qu'en plus, aujourd'hui, ils ont 8 ans et 11 ans, mais globalement, c'était déjà, il y a ce rythme-là, on l'a pris il y a à peu près 3-4 ans, 4 ans même. Donc, du coup, c'est vrai que c'était très intéressant de pouvoir avoir quelqu'un qui s'en occupe le matin et que ce soit pas trop la course non plus pour Arnaud qui lui après part du côté de Monaco, donc avec 1 heure de trajet quand tout va bien sur la circulation. Et le soir pareil, souvent j'ai appelé la garderie pour dire attendez, il arrive, le train est en retard ou il y a des embouteillages, mais il est là et les enfants étaient vraiment les derniers à partir. Donc on voyait bien qu'en termes de fatigue, en termes d'organisation, on était tellement sur le fil à chaque fois que ça nous a facilité aussi la tâche d'avoir quelqu'un à la maison. Et puis l'expérience aussi, l'expérience culturelle, les échanges qu'on peut avoir aujourd'hui avec une au pair est vraiment génial, quoi. On va y revenir après. C'est vrai que quand on est absent plusieurs jours par semaine en tant que maman, si on n'a pas de famille autour, donc là les enfants commencent à grandir, mais forcément ça bascule la charge mentale sur un seul des parents
Et c'est pas évident en fait pour dans un couple que chacun trouve son équilibre professionnel, son épanouissement professionnel, et que comme tu le dis, je trouve que l'exemple, l'image, elle est bien adaptée, que la partition de musique, il y a pas de fausses notes en fait. Carrément, ouais, ouais. Sachant qu'en plus dans le sud, comme les intempéries sont assez violentes, quand vous avez en fait le préfet qui décide un lundi à 13h de dire que finalement les écoles vont fermer et que vous avez 1 heure pour venir chercher vos enfants. Là, moi quand je suis à Paris, généralement c'est alors, on appelle toutes les mamans qu'on connaît, ça c'était avant la fille au père justement, on appelle toutes les mamans qu'on connaît, on s'organise, il y en a un qui va chercher l'un, l'autre, Arnaud revient, enfin, et c'est là où généralement la fausse note elle arrive. Le moindre grain de sable dans l'organisation fait que ça fonctionne plus en fait. Donc surtout quand il y a beaucoup de distance. Et donc, du coup, recours à une fille au pair, mais pour que la partition de musique, elle soit mélodieuse, c'est encore un autre challenge parce que l'au pair, c'est une super solution, mais ça marche pas toujours bien du premier coup. Alors, Et puis vous, dans votre registre musical, tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que tu attends en fait toi d'une au pair quand tu fais ce choix-là? alors, plusieurs éléments, en effet. Donc déjà, nous faciliter l'organisation et s'occuper des enfants, premier critère. Donc déjà, il faut que ça matche bien à la fois dans notre famille, avec nous et aussi avec les enfants. Bon, les enfants, maintenant, ils commencent à avoir un petit peu l'habitude, donc c'est peut-être plus facile. Et puis, les enfants sont assez directs dans la relation. Donc, tout de suite, ça marche pas, et généralement, on le sait assez rapidement. Ensuite, nous, le père, dès le début et dans nos critères, c'est quand même extrêmement clair pour avoir d'autres familles en plus dans notre village qui pratiquent aussi cette méthode d'au pair. Il y en a pour lequel le au pair, c'est la nounou, elle est logée au fond du jardin. Enfin, j'exagère un peu, mais et donc du coup, c'est vraiment le côté nounou où il n'y a pas forcément il y a un côté très pratico-pratique de l'organisation, mais il n'y a pas forcément l'échange. Nous, on intègre l'au pair vraiment dans une démarche où c'est comme une grande sœur, une cousine, une tante. Enfin, ça dépend comment on peut l'intégrer, mais globalement, c'est plutôt un membre d'une famille qui vient chez nous, qu'on accueille, et il y a un véritable échange, c'est-à-dire qu'elle participe aussi aux tâches de la maison, aux courses, aux enfants, les dîners aussi qu'on partage ensemble, parce que c'est vraiment le moment où on se retrouve. Donc c'est le moment aussi où elle apprend soit des modes finalement à la française, des modes de vie à la française, où aussi il y a un partage, il y a un échange, donc il y a aussi l'échange culturel, le langage, apprendre un peu plus le français ou apprendre un peu plus l'anglais pour les enfants. Mais c'est cet échange-là pour nous qui est essentiel. C'est-à-dire on ne conçoit pas que l'au pair finalement s'enferme dans sa chambre, qu'on la voit jamais, qu'elle ne partage pas des moments de vie avec nous, même si c'est pas forcément les week-ends, ça dépend des profils de chacun. Mais c'est vraiment important qu'il y ait cet échange-là. Souvent, les au pairs en fait s'organisaient leur propre week-end et finalement se retrouver souvent à 4 en famille, à la maison ou enfin à faire des activités, mais plutôt entre nous. Et souvent, les filles au pair que nous avons eues, en fait, organisaient elles-mêmes leur propre week-end, à sortir avec des amis qu'elles se sont faites via les réseaux sociaux souvent ou des applications spécifiques. Et donc, on se retrouvait souvent, enfin, et on se retrouve encore souvent en famille, qui est finalement un bon équilibre. Hein. Voilà, c'est ça. C'est finalement le fait qu'elle passe pas les week-ends avec vous. Vous trouvez ça bien? Généralement, on leur propose en fait de passer le week-end avec nous, de participer aux activités. Au final, elles ne le font pas la plupart du temps, mais c'est bien. Finalement, c'est aussi un équilibre pour se retrouver à 4, faire des choses uniquement à 4. Donc, au final, c'est pas mal. Dans le rythme de la semaine, comment ça se passe? Vous partagez les repas avec elle? Oui, tout à fait. Alors, le lundi, mardi, souvent, moi, je suis à Paris, donc c'est plutôt Arnaud qui partage les repas le soir avec elle, même si c'est plutôt elle qui les prépare quand il y a personne à la maison pour que les enfants mangent pas trop tard en même temps. Et ensuite, mercredi, jeudi, vendredi, quand les semaines sont un peu classiques, on va dire, dans l'organisation, il y a ça aussi qui est bien, c'est toujours mouvant. Là, en fait, on les partage systématiquement ensemble le soir. Sauf si elle nous prévient qu'elle a une sortie ou qu'elle n'est pas là. Mais par contre, les règles de la maison aussi, c'est de prévenir aussi
un petit peu en amont pour pas que, enfin, on n'est pas en mode non plus hôtel où on accueille et ça vient, ça repart. Donc en fait, pour le coup, la règle de vie, c'est aussi de se dire, bah, on prévient en amont quand on n'est pas là, on demande s'il y a possibilité de sortir, et sinon on partage tous les repas jusqu'au bout ensemble, parce que c'est un vrai moment de partage aussi et d'expérience ensemble. Enfin, c'est comme ça qu'on le conçoit. Oui, totalement. Et c'est ce qui fait la richesse de l'expérience. Après, chaque famille l'adapte aussi à ses habitudes et à ses goûts et ses choix enfin, ses rythmes de vie aussi. Oui, tout à fait. Mais Ouais. je te pose la question parce que hier, il y avait une famille qui me disait, mais est-ce qu'on est obligé de partager des repas avec l'au pair? Et de mon point de vue, c'est ce qui fait partie du concept en fait du programme et de la méthode et de la façon dont c'est organisé. Et si vous partagez pas les repas, il y a pas le même charme. Mais à la fois, il faut que chacun en ait envie. Et ça, c'est Mm. propre à chaque famille et chaque organisation. Ouais. Ah oui, mais en fait, j'ai remarqué ça parce que c'est vrai que nous, on avait cette démarche de vraiment l'intégrer comme un membre de la famille. Et c'est en fait en discutant avec d'autres mamans dans un, enfin, comme on est dans un village où il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup d'internationaux, en fait, il y a aussi beaucoup de au-pairs. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que effectivement, il y avait chaque famille en fait s'organisait à sa manière. Il n'y avait pas forcément de mode d'emploi, on va dire. Finalement, c'est un peu comme éduquer ses enfants. Il n'y a pas forcément de mode d'emploi. On essaye de le faire au feeling ou en fonction aussi de l'envie ou de la manière dont on le perçoit. Ouais, totalement. Et donc là, les enfants, ils ont 11 ans et 8 ans. Donc on pourrait se dire que finalement, ils commencent à grandir un peu. Vous, ce qui vous motive de continuer sur ce rythme-là, c'est des aspects de logistique, c'est des aspects linguistiques. C'est quoi la motivation chez vous? Alors la logistique, ça, number one, mais en même temps, on s'est rendu compte cette année, puisque en plus on était sur une année de transition avec notre fils, puisqu'il va passer en sixième, et que du coup, dans notre village, on a la possibilité d'avoir un collège qui fait une section internationale. Et on s'est rendu compte en même temps que l'aspect linguistique était extrêmement important, parce que au-delà du fait que il pratique l'anglais et que du coup c'est aussi une expérience de renforcer l'école d'anglais avec une au pair à la maison. L'au pair en fait, elle était géniale parce qu'elle s'est mise à fond dans la préparation du concours pour l'entrée en sixième en section internationale. Et tous les soirs pendant 2 mois et demi, elle a rien lâché. Et du coup notre fils a eu son concours aussi. Et je trouve que c'est aussi grâce à l'échange et au perfectionnement qu'il a pu avoir. Et peut-être il aurait réussi sans l'au pair, mais ça a nettement facilité également l'envie, la pratique, et puis le fait aussi d'avoir quelqu'un, en plus elle est anglaise, à la maison, qui vraiment en fait l'entraîne, l'accompagne, le motive. Et c'est une autre relation que celle des parents. Et donc c'est quand même des qualités et des compétences de sa part que dans la persévérance, dans la pédagogie, dans l'enseignement, qui sont pas données à toutes les personnes d'avoir en fait. Donc c'est chouette que vous ayez pu réaliser ça. Tout à fait. En fait, c'était vraiment une opportunité vraiment super parce que en fait, sur cette année de transition en même temps avant d'entrer au collège, j'avoue que finalement comment dire, la pratique ou cette initiative en fait de passer le concours, même si bon, bah voilà, il l'avait ou il l'avait pas, ça, voilà, c'était l'opportunité surtout de pouvoir essayer. C'était surtout ça nous l'objectif avec notre fils. Et puis au final, tout le monde, ça c'est devenu le projet de tout le monde, mais principalement aussi de l'opère et de mon fils Gaspard en fait. Donc c'était assez canon parce que même je pense que tous les deux aussi il y avait une relation un tout petit peu plus particulière qui s'est créée et renforcée pour se dire bah on va y arriver Ouais. en fait. Ça, c'est génial que cette complicité-là, elle s'installe parce que le CM2, c'est quand même parfois un âge, ça dépend des enfants, mais où les faire bosser, c'est quand même pas toujours facile, hein, on va pas se cacher. C'est vrai. Donc, d'arriver à le motiver pour qu'il y aille et puis de partager ce défi ensemble, il y a un côté tutoring, coaching qui est fort en fait dans la relation entre eux. Oui, tout à fait. Et c'est ça que j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait,
on avait un peu missionné Isobel de lui dire bon alors voilà, tu vas aider et essaye de l'accompagner au moins dans les devoirs ou dans la pratique ou le faire répéter. J'avoue que en plus, si c'était venu de notre part, ça aurait été assez différent parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. En CM2, c'est pas toujours easy non plus de leur dire allez maintenant, on s'y met, on en fait un petit peu tous les soirs et autres. Alors que là, en fait, ça s'est hyper bien passé en fait et c'était vraiment une très belle relation aussi nouée à travers ce challenge et cet objectif. Et toi, Gaëlle, comment tu fais en étant absente en moyenne 2 soirs par semaine pour t'organiser à avoir du temps avec eux? En fait, quand je pense à ça, je me dis, quand tu rentres le mercredi et que tu dois faire les devoirs ou avoir un peu d'autorité ou enfin, les pousser un peu pour les engager, comment tu arrives à équilibrer avec ton absence? Euh, Bah déjà, on est deux. Hmm. Donc, ce qui est hyper important, c'est que pour le coup, j'ai un mari qui est hyper présent, et puis qui a aussi plus d'autorité que moi. Donc, quelque part, les 2 jours où moi, je ne suis pas là, j'ai quand même l'impression que la maison tourne beaucoup plus facilement que quand je suis là, finalement. D'accord, ok. Ouais, donc ça file, quoi. Donc, ça file Ouais, droit, tout le monde est dans le timing, ouais. les enfants sont couchés à l'heure, beaucoup plus que finalement quand moi je m'occupe de la deuxième partie de la semaine, où là j'ai comme l'impression que les enfants ils savent ils vont pas affaire à la même personne en Ouais, fait. bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est intéressant. Et en effet, c'est là où on sent bien qu'on a 2 jours d'absence dans la semaine et que les enfants ils le savent et que du coup ils en profitent aussi et la fin de semaine est beaucoup plus difficile finalement. Non, et puis c'est aussi ça c'est propre à chacun, mais comment si toi t'as aucun sujet par rapport au fait d'être absente 2 fois par semaine et que quand t'arrives, ça fait partie du rythme normal. Mais c'est vrai que cette faculté-là, elle est pas toujours naturelle ou spontanée de se dire bon bah j'ai pas été là pendant 2 jours, donc faut que je rattrape les 2 jours où j'étais pas là. Mais quand on l'a pas, et c'est beaucoup plus sain de ne pas l'avoir, mais finalement les choses continuent à rouler quoi. Mais c'est pas simple de ne pas avoir ce cette petite voix qui nous dit bon bah j'ai pas été là pendant 2 jours, donc il faut que voilà. Donc bravo, Ah ouais. bravo, t'es une Là vraie performeuse pour le moi. ouais. Non, non, mais il y a quand même des failles, hein. Le pas simple, c'est le dimanche soir quand ta fille généralement te dit ah mais pourquoi tu pars à Paris, j'ai envie que tu restes. Là, généralement le lundi matin, on part le cœur un peu lourd quand même, hein. Donc tout n'est pas très simple non plus. Non, mais j'aime bien parler aussi parce que j'aime pas le côté lisse de tout est facile, tout est simple en fait, parce que Ah si non. c'était ça, franchement, ça se saurait. Hein. Donc j'aime bien aussi comprendre voilà ce qui relève vraiment et voilà pour moi c'est de la performance ouais, très clairement. Et après, par rapport à l'au pair, vous avez des critères particuliers en termes d'âge. Donc là, tu t'expliquais que votre au pair, elle est anglaise. Ça, c'est un peu Ouais, quand même the must du must hein, d'avoir une au pair anglaise. c'est ça. Bon, On est d'accord. quand on habite sur la French Riviera et qu'on a swimming pool at home, forcément, ça aide. On va pas se mentir. Certainement. Ouais, c'est quand même la crème de la crème, donc grande classe, bravo bravo Gaëlle. Et ouais, donc je revenais sur ma question. Vous avez donc comme c'est une anglaise, est-ce que c'est un critère pour vous important d'avoir quelqu'un d'anglophone et en termes de profil, quelles sont les cibles en fait de personnes avec lesquelles vous souhaitez vivre pour vous, pour les enfants? Alors on a eu, mais grâce à Butterfly surtout, on a eu des expériences aussi assez riches qui ont bien fonctionné. On avait une américaine aussi avant. Et alors les critères principaux déjà, alors le premier, parce que on a quand même eu aussi 2 au pair où ça n'a pas Ouais, fonctionné, mais donc c'est bien qu'on en parle aussi, je trouve. Mm. voilà. Et en fait, du coup, c'est vrai que quand on met beaucoup d'efforts à rechercher, à accueillir, puis à se poser des questions, parce que finalement, même quand on choisit, en fait, la période latente avant que la fille au pair arrive, c'est pas toujours évident. On se dit, est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce que ça va aller? Est-ce que la mayonnaise va prendre? Est-ce que, voilà. Et puis, au final, on a eu 2 expériences aussi qui ont duré que 1 mois et demi, alors que on avait attendu 4 mois auparavant et que ça a été un peu long. Et puis, au final, ça ne l'a pas fait.
Et ça nous a permis de nous remettre en cause, d'analyser la situation. Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas au final. Et étant donné que nous vivons aussi dans un petit village, malgré tout, même sur la French Riviera, on n'est pas à Nice, on est à peu près à 20 minutes, 20-25 minutes en voiture et 1 heure de bus. Donc c'est important parce que finalement, on s'est rendu compte que il fallait qu'on laisse tomber les critères d'une candidate. Alors on est plutôt sur les femmes, mais d'une candidate qui venait en fait d'une capitale. Parce que en fait, les modes de vie sont extrêmement différents. On est obligé de prendre la voiture pour faire quoi que ce soit, pour partir, pour sortir, pour emmener les enfants en activité. Donc déjà, il faut savoir conduire. Il faut avoir une certaine forme aussi de maturité pour assurer seul 2 enfants. Puis en même temps, il faut avoir une certaine forme de maturité, savoir conduire, et puis avoir l'habitude forcément de ne pas avoir tout à proximité. Même si on est dans un village où il y a tout, mais il y a tout quand on est adulte, ça va, et quand on est grand et qu'on sait exactement, ça nous suffit, à quoi s'attendre, ça nous suffit. Quand on est plus jeune, c'est vrai qu'on aime bien sortir, on aime bien voir du monde, et puis pour ça, en fait, quand on est déjà en dehors d'une grande capitale, on a l'habitude d'avoir de la distance en fait avec ce type d'activité. Ça fait partie des constats que vous avez eus avec votre expérience, de vous rendre compte que finalement, quelqu'un qui était habitué à des grandes villes ou des agglos, elle trouvait pas son équilibre. Non, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en fait, même si on se dit mais de loin Nice c'est à côté, ouais, mais non, ça n'est pas à côté en fait, et on n'a pas cette proximité finalement de se dire je sors le soir, je prends le bus, c'est à 10 stations. Non, c'est un tout petit peu plus loin et c'est pas la même démarche. Et ça, c'est hyper important. On s'est rendu compte que ça faisait vraiment partie des critères. Et un deuxième critère qui, moi, m'a surpris, mais finalement, dans l'analyse, on s'est rendu compte entre 2 qui n'ont pas fonctionné et 2 qui ont très bien marché, que d'avoir également des filles au pair qui ont un modèle de parents, on va dire, du moins double parent et pas monoparentalité finalement. On s'est rendu compte également que ça pouvait être aussi peut-être un des critères aussi de réussite, parce que du coup ça reproduit dans ce cas-là le même schéma dans la famille avec deux adultes, pas forcément, enfin voilà, je vais pas être pour les genres, mais plutôt 2 adultes qui peuvent avoir des autorités ou des modes de fonctionnement un peu différents et qui du coup retrouvent à peu près ce même équilibre aussi dans la famille. Et je pense que c'est assez important parce que en fait, en monoparentalité, on va pas forcément avoir les mêmes codes. On va pas forcément avoir le même rythme de vie ou les mêmes repères en fait d'une famille. Et je pense que ça aussi, ça fait partie, nous, du moins on l'a ressenti de cette manière-là, de critères. C'est intéressant et ça montre bien toute la complexité quand même de ce que ça représente en termes de sélection et d'analyse pour trouver la personne qui va permettre d'avoir une partition mélodieuse. Voilà, c'est ça, exactement. Ah oui, en fait, c'est un véritable orchestre à mettre en place, en fait. Tout le monde a un rôle à jouer, tout le monde a sa place, surtout aussi. Et puis, laisser aussi l'autorité à la fille au père, je trouve que c'est important. Parce que quand elle est avec les enfants, nous on part du principe que l'adulte qui est avec les enfants, en fait, a autorité et c'est lui qui est responsable des enfants. Ce qui fait que si c'est pas nous, eh bien, c'est l'au-pair. Et c'est important aussi de lui laisser cette place-là parce que sinon ça fonctionne pas vis-à-vis des enfants. C'est extrêmement important ce que tu dis et très pertinent et je le constate au quotidien que c'est l'importance de communiquer auprès des enfants et devant l'au-pair en fait ce transfert d'autorité en l'absence des parents qui lui permet de lui donner de la légitimité et de trouver sa place. Parce que c'est pas évident pour une au-pair de se faire accepter et de se faire respecter, surtout quand les enfants grandissent. Suffisamment malin pour savoir à qui ils ont affaire. Donc, donc en effet, c'est hyper important. Et nous, on le rappelle, mais régulièrement en fait devant les enfants. Top. Est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui voudraient se lancer et qui se posent des questions par rapport à ton expérience d'un point de vue général? Alors, sans faire la promo de Butterfly, j'aurais quand même tendance à dire, mais j'ai eu une expérience aussi où je suis passée moi-même par un site
pour rechercher toute seule comme une grande au démarrage une fille au père. Et j'avoue que honnêtement, la qualité de passer par des experts, ça n'a pas de prix au final. Parce que en fait, je me suis rendu compte en ayant eu les deux expériences, hein, c'est-à-dire moi qui gère toute seule de mon côté avec un site, puis la relation et puis le fait que ça marche pas. Donc en fait, la rupture, les papiers, enfin, du coup pourtant je suis pas du genre à m'en faire une montagne, mais là honnêtement ça a été quand même assez difficile, avec plein de choses à gérer finalement aussi d'un point de vue logistique, administratif et alors que en fait depuis que on travaille ensemble en fait, j'avoue que c'est d'une fluidité et rien que ça déjà aussi, je trouve ça très agréable. Et pourtant, ça n'a pas toujours fonctionné. Non, et non, on a eu une expérience effectivement où ça n'a pas forcément fonctionné, mais du coup, j'étais pas seule aux commandes et finalement la médiation que vous avez fait nous a facilité la tâche également parce qu'en fait, on a beau essayer de communiquer au maximum, il y a des fois on essaye aussi de faire les ajustements avant de se dire on met fin au contrat. Et cet ajustement-là, en fait, vous l'avez joué et j'avoue que ça a été ultra bénéfique, même si au final ça l'a pas fait et qu'au bout d'un mois et demi, on a rompu le contrat. Mais on a eu une phase d'accompagnement qui était de se dire, on se donne aussi tous les moyens pour essayer que ça fonctionne, en fait, que justement la mélodie s'organise. Ok. Ah, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a une telle proximité dans la relation que le fait d'avoir un tiers qui puisse venir faire tampon, ça permet de soulager notamment l'aspect émotionnel qui est le plus difficile à gérer finalement. C'est clair. C'est clair parce que moi, je sais que dans la première expérience, j'étais toute seule avec Arnaud. Bah, en fait, on était plus à y aller en mode, bah, en fait, c'est terminé. C'est un peu plus virulent pour les deux parties et les enfants aussi finalement. Alors que en fait, l'aspect de médiation permet justement de se dire, bah, quand ça fonctionne pas, parce que bon, même si l'objectif est d'avoir une expérience qui fonctionne, et pour le coup, j'en ai aussi, mais quand ça fonctionne pas, j'avoue que pouvoir avoir un tiers qui arrive à avoir cette objectivité d'intervenir et d'intervenir à bon escient des deux côtés pour trouver aussi des moyens d'optimiser, parce que nous, on vit sous le même toit. Donc j'avoue que ça, c'est vraiment hyper bénéfique. Eh bien, merci. J'ai une dernière question, Gaëlle. Si tu devais avoir, toi qui es une communicante, si tu devais avoir un mot ou une phrase pour résumer ce que c'est que pour toi l'expérience au pair. C'est très enrichissant. Bah, ça sera le mot de la fin. Bah, merci beaucoup, c'était chouette. C'est toujours un super moment pour moi. J'adore enregistrer des podcasts. C'est une richesse incroyable de partager ses visions, de partager ses parcours de vie, à la fois pour les au-pairs, mais des au-pairs, mais aussi des parents. Je trouve que voilà, j'aime beaucoup. Ça me nourrit énormément. J'adore ça. Donc merci pour ton temps. Ça renforce le fait que c'est un très beau métier finalement de bien aider les familles. Et écoute, on va pas se le cacher, c'est pas simple au quotidien, mais moi c'est une vraie c'est une vraie passion, c'est une vraie mission de vie en fait. J'ai envie de même je vais même aller au-delà, c'est une vraie mission de vie. Je pense que au fond de moi, c'est quelque chose qui me porte énormément d'avoir cette multiculturalité, ça regroupe tellement de choses qui font partie de ma personnalité, de mon identité, l'international, le partage, l'esprit de famille, l'hospitalité, la psychologie, l'éducation. Enfin, il y a tellement de volets. C'est une richesse. Plus j'avance dans le métier et plus je trouve ça riche. Ah, ça m'étonne pas. Ouais, c'est vrai. par contre, je dirais pas que c'est facile, hein, parce que je pensais pas que ça serait d'une telle complexité quand je me suis lancée dans l'aventure. Mais parce que je pense que l'entrepreneuriat est un vrai défi et que tant qu'on l'a pas fait, on se rend pas compte. Non, tu es performeuse également. Écoute, je sais pas, avec moi-même en tout cas, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais c'est c'est un chemin de vie quoi. Un vrai chemin de vie, mais les podcasts me nourrissent à un point vraiment profondément. Je trouve ça tellement chouette, mais tellement chouette. C'est super. Ouais. Merci à toi. Voilà, donc merci de ce partage.
C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Comme à chaque fois, j'ai pris un réel plaisir à mieux connaître notre invité. Et si vous aussi, vous aimez la grande famille, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Et surtout, je vous serai extrêmement reconnaissante de prendre 2 minutes pour mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Je vous dis à très bientôt.